Welcome everyone. I'm really sorry I can't be here today in Montreal. I wish I could be and having coffee breaks with you, but I'm really happy to be here today. Merci beaucoup Bruno pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque sur un sujet si important et je suis ravie d'avoir l'honneur de présider ce panel qui est intitulé Sécurité climatique et enjeux de défense. Initialement dans le programme, nous avions 5 intervenants, intervenantes. Une d'entre elles, malheureusement, ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui. Donc Judith Hart s'excuse de son absence, mais nous aurons le plaisir d'avoir 4 présentations passionnantes qui sont très cohérentes les unes avec les autres. Et donc, je vais avoir le plaisir de donner la parole aux intervenants les uns après les autres. Vous aurez 12 minutes. So you'll have 12 minutes to present. Try to be on time. I'll tell you when there is 2 minutes left and then when your time is over. So our first speaker will be Dhanashree Jarayan, who is joining us from Manipal. She's assistant professor in the Department of Geopolitics and International Relations in Manipal Academy of Higher Education in India. So it's quite late for her. So thank you very much for taking the time with all these different time slots that we are all over the world. And Dhanashree is going to be presenting a paper on climate security and military strategy implication for the Indian Armed Forces. She's been working on this topic for a few years now, and I'm looking forward to hearing from her. So Dhanashree, the floor is yours. Yeah, thank you, Lucille, and thank you so much for inviting me to this conference. And I apologize for not being able to come to Canada. I think I explained to Bruno how it's like a nightmare to think about traveling at this point in time from one corner to another corner. So, but I'm glad that at least we could have this hybrid mode to ensure that I would be able to present and also hear other presenters. And it's good to see some known faces here. All of I know all these faces, so that also makes me happy to at least meet, which is I think a good thing after a really long time. And as Lucille mentioned, what I'm going to speak about today is about the Indian Armed Forces and the Indian military's engagement with climate-related issues. So the topic the title of my presentation is Climatizing Military Strategy, a case study of the Indian Armed Forces. And I think, Adrienne and Lucille already know about this paper because I happen to write this for a special issue for international politics on the climatization and, various aspects of climatization. So what I'm going to focus today is mostly on how the Indian military is sort of integrating climate-related issues or mainstreaming, to some extent, climate-related concerns into their overall strategy, operations, and tactics. So the framework that I have used for my study is, something that most scholars who deal with security studies know about: securitization, riskification, and moving on to something which is more novel in its approach towards security studies, and as well as, in fact, the climate governance broadly as well, about climatization. Now, the idea here is that whatever we deal with today in terms of linking climate change with defense forces largely sort of tends to follow this logic of threat, logic of securitization, which also depends on how climate change is linked with national security. And the Copenhagen School, the Paris School, they've all spoken about how climate change is linked with security through Speech Act or governmental processes, bureaucracy, and other sort of processes that are involved in policy making in general. However, we have also seen that there is a literature, there is enough scope for also linking climate change with the risk logic. So instead of the threat logic, sort of shift towards the risk logic and look at climate-related security risks and different sort of language which helps to understand climate change as a potential risk, something that requires anticipatory defense, something that requires more of a precautionary or preventive approach. Now, from there, what I have sort of looked at is
how security or how military strategy in as an extension is climatized. Now, one of the few works, apart from, of course, Lucille and Stefan have done a lot of work on how climatization occurs in different governance spaces. One of the few works which also deal with military strategy directly is Ol's work, who looks at existing security practices that are applied to the issue of climate change and how new practices from the field of climate policy are introduced into the security field. Now, again, as I mentioned, a lot of this literature is sort of dominated by the Western discourses on climate security. What I'm trying to do is also look at it from the perspective of how it works in some of the developing contexts. Also, we have to keep in mind the Indian Armed Forces, which is like one of the biggest armed forces in the world, and it is heavily deployed in many conflict areas within the South Asian region itself. So how does the Indian military deal with climate change, and whether there are new practices that are now incorporated into the military strategy on account of the climate related concerns? These are some of the issues that I would be looking at as I progress in my presentation. So as I mentioned, yeah, the usual sort of discourses around climate change and security, as also, not just in the literature that comes out of, scholarly literature, but also if you look at the military-led discourses, you would find expressions of threat multiplier and how climate change exacerbates the existing conflict dynamics. It acts as a trigger point. This kind of invocation is very common to also reinforce the threat logic that is associated with climate security. On the other hand, and how that would entail military interventions, which is also something that is part and parcel of how the UN Security Council also tends to look at how climate change is related to conflict. Through different pathways, of course, it doesn't have to be linear or direct linkages, but also in terms of correlational linkages, network analysis, pathways, and other forms of analysis. The other aspect is about greening defense, which is like an age-old sort of understanding of how the military engages with environmental issues. Something that again arose after the Cold War ended, and how do you use military equipment for greening purposes or environmental purposes. At the same time, you also have this logic of how the military itself needs to transform itself and become more and more climate and environment friendly. The third aspect is about preparedness, and I think this is what concerns most militaries all the time, including when it comes to climate and environmental risks or security risks, as we call it. So preparedness in terms of how climate change will affect their operations or tactics or strategy in the short, medium, and long term. This is something that they constantly work with, and this is something that is also being practiced even in the Indian case, in recent times. Now, how I have framed the typologies for the climatizing moves within the Indian military is to look at it from the perspective of how some of these moves are entirely like symbolic in nature, some of them being more strategic in nature by incorporating it in the military doctrine and other forms of formal and official documents. Some of it is, of course, more precautionary, in nature because of the way, there is, of course, apprehensions over climate change may affect the operations in some places in particular where there is still uncertainty about how climate change really plays out in the conflict regions, especially in the Hindu Kush Himalaya region, where there is still a lot of uncertainty around the deployment procedures and other issues. And of course, very few are, go all the way up to transformative approach, which I will be discussing in the upcoming slides. So maybe, just to set the context first as to why, climate change and security and, linking it to military as well becomes a really, really difficult task in the Indian context. And that comes also from the discourses that exist at the policy level, may not be as much at the domestic level. Now, I also have to reiterate that there is a schism that occurs between the domestic level discourses on climate security and how India approaches this issue at the international level. So from this statement from India's representative at the UN in 2019, and of course,
recently also when climate change was introduced, and because India is, one of the 12 members now. One of the issues that was in fact raised, of course, apart from the fact that the link between climate change and conflict is still sort of contested, and that we don't need a militarized response to climate change. We can't make military like a primary actor in this entire exercise. It also comes from this notion of how is security perceived in the Indian context as well. So when it comes to understanding of security, which is largely sort of dominated by the ideas of, okay, you have China on one side, you have Pakistan on other side, you have also Chinese presence in the Indian Ocean region. Now this is how threats or security in general is perceived by the military itself. So in a sense, when you link climate change with security, again, the thinking around the issue becomes more in terms of, it becomes straitjacketed into some sort of traditional notions of security itself. Now, this is why there has been reluctance on the part of the Indian policy making to link climate change with security, at least at the international level. Of course, there are other reasons also, which I'm happy to go into if there are questions. So what is this, logic of risk and security logic, threats posed by climate change to the military, as I mentioned, physical impacts on defense installations and infrastructure. Now, one of the issues that are constantly mentioned now today, there are more and more works that are coming up on how, for instance, the disasters or sea level rise or coastal erosion, all these issues are going to affect the naval installations, because we have a huge peninsula where there is a lot of naval infrastructure that is set up. So how is it going to affect all these different infrastructures? The other part is in the Hindu-Kush Himalaya region. You can, in the Himalayas, where glacial recession is also something that is being constantly discussed as a potential risk, because already in the Himalayas, with recent border tensions with China as well, the presence of the Indian military has been upped in recent months. Now, what does this mean for deployment procedures when you have glacial recession? Like Siachen Glacier is one example where you have Indian and Pakistani soldiers on both sides of the disputed border. You also have cold, frigid regions in Ladakh as well. Yeah, 2 minutes. And then, of course, there are other risks posed by, say, the maritime disputes in the region. You have threat multiplier. That kind of discourse also exists, for instance, in the joint doctrine of the Indian Armed Forces, where, there is discussion around potentially climate change triggering civil wars, military invasion, migration, and so on and so forth. So if we have to sort of divide these issues into symbolic, precautionary, strategic, and transformative, I think humanitarian assistance and disaster relief, in which the Indian military has been playing a long-standing role, and is sometimes, not sometimes, in fact, many a time they are the first responder when you have a large-scale calamity or large-scale disaster. Now, in such kind of cases, there is, of course, a strategic sort of imperative to integrate the Indian Armed Forces into more and more understanding of, how climate change needs to be mainstreamed into planning. Transformatively, yes, India has one of the first ecological battalions of the world, which is the Eco Task Force, which has been engaged in not just ecological restoration activities, but they are also increasingly involved in afforestation programs all across, also contributing to, say, carbon sinks, enhancing carbon sinks, and also contributing to the national goals on climate mitigation itself. There are more and more symbolic moves as well, which also includes, like, green initiatives in conflict-ridden regions like in Jammu and Kashmir and Northeast, where you have insurgencies and terrorism. So you want to also win the hearts and minds of the people. However, there is I would say there are countercurrents as well. Okay, if you can give me 1 minute, I'll just finish it. Yeah. So there are countercurrents to climatization of India's strategy as well, and this also stems from various reasons. As I mentioned, first of all, should the sphere of military action, should that be allowed to infiltrate, everyday life? That is one of the arguments that during my interviews, particularly these arguments which I came across very often. There is, of course, bureaucratic politics and the strong administrative procedure and bureaucratic controls over the military, which also
has an impact on how the military can take any action on its own. However, on a smaller scale, they are able to do that. But long-term strategic sort of imperatives of integrating climate change is something that can happen only if there is that civil-military coordination itself. There are budgetary constraints, and of course, because you have existing territorial disputes and threat to sovereignty and territoriality itself, or territorial integrity, is something that is considered more important than, say, climate security or environmental security. So I'll just come to the conclusion here, and happy to answer more on if there is anything. But basically, the Indian military, as of now, yes, it has put in a lot of measures, including there is a joint doctrine of Indian Armed Forces that I mentioned, which talks about environmental and climate security, how it affects human security, for instance, national security, regional security, increasingly Navy. The Indian Navy in particular is talking about disaster-related impacts in the Indian Ocean region. However, it is still a little far behind in recognizing climate change as critical to their operation, strategy, and survival as compared to some of the other militaries, maybe in the global north. Yes, and neither the civilian establishment nor the military is actually entirely open to this idea of addressing climate change from a security perspective as of now. It also stems from the fact that there is not enough literature or enough knowledge on how climate change can be linked with, say, even like a border dispute with China and Pakistan, except in the case of water sharing. Positions taken by civilian agencies, of course, will have an impact. So there are some subtle shifts in goalposts, and of course, there is some reforms and reforms in the procedures that are being included and incorporated. But as I mentioned, it is mostly in terms of how this will affect military preparedness and effectiveness in the region, rather than something that is more transformative or something that looks at climate change, looks at military as a climate governance actor itself. So thank you so much. Just a couple of articles here, which also gives you an idea of what I work on and how we can look at the issue of military and climate change, that interface, which is still, I feel, a little under-theorized and usually takes only the security perspective. Thank you very much, Dhanashree, for this very interesting introduction to this panel, because I think it talks to a lot of what the other panelists are going to be talking about. And so now I give the floor to Annika Wallach, who is a senior analyst at the Swedish Defense Research Agency in Sweden. And she's going to be presenting on what is old and what is new, 20 years of defense and environment. She's been working on the topic on, especially in peacekeeping and peace operation in different countries, and how they been included issue around the environment for years. So I think this long-term perspective is going to be really interesting for this panel. Annika, you have the floor. Well, thank you. And thank you so much for inviting me here to this very interesting conference. I'm going to skip to the first slide. So the 20 years experience refers to my experience. Defense and environment goes longer back than that. And this slide looks into the early years that was kind of reactive, if you will. Post-Cold War, there were a lot of need to demilitarize old equipment, a lot of legacy pollution, military polluted soils, and in the case of Sweden, we had some issues with dumped ammunitions in lakes and in the sea, and also in mine shafts, because long time ago the out of sight, out of mind idea prevailed, that if you put something on the ice in the winter and it melts in the spring, then it's gone. But obviously it's not gone, it's still there on the surface and may pollute the environment. And hence there was a need to adapt environmental risk and impact assessment to the military context. And in parallel, not exactly the idea, but in parallel, the environment gained more attention. And I failed to mention that in 1969 already, in the NATO context, the Committee for the Challenge of Modern Society was created. And a lot of various pilot study was carried out, and I looked into the 30 years that they existed before it transitioned into the Security for Peace and Science in NATO.
There were two studies, one performed by Canada in the early 2000s that looked into natural hazards and the emerging issue of climate change, and also one already in the mid-90s that looked into climate issues in the Black Sea region. And environmental security became an engagement tool with the former Soviet Union countries, and NATO joined the Environmental Security Initiative. And performed some activities there. Also in the mid-90s and later on in the early 2000s, the war in the Balkans and the intervention in Afghanistan, where NATO was present, made their, well, it was obvious that there was a need to address the environmental footprint or bootprint of operations. And during this time, there was a lot of effort looking into base camps and water, energy, waste issues, things that essentially can be engineered away if you have planned for it. The problem was that you hadn't planned for it. So there wasn't a thing that has to be addressed. And a lot of focus during this time was on energy security and energy efficiency. And the next slide will explain a little bit why that is. A lot of military operations is the diesel fuel generators. It's reliable, and you need to have reliable energy supply for the military. But it's really polluting, it's expensive, and as this picture shows, a convoy of fuel transport in Afghanistan. And the US DoD has calculated, on the graph you see fuel consumption and casualties. So actually, it was calculated a casualty factor for delivering fuel, and also for that matter water, into theater. So actually you could measure the fuel cost not only in US dollars, but also in blood, actually. And it was a few newspaper coverage about how these convoys were really a sitting duck for the Taliban. And you see the same trend, actually, we have been talking about the Sahel, in Mali and MINUSMA, where a lot of diesel is transported, and it's really an easy target for insurgents to attack these convoys. And that's really, I find it so annoying, actually, because in Mali, the solar potential is so great there. So why use diesel? But anyway, it's a slow progress in this field. And also this other graph is also US DoD that shows that how much more energy that is consumed these days because of a lot of more advanced technical equipment that will consume more and more energy compared to previous wars. And the courtesy of this slide is actually a Canadian colonel that I've been worked with in various NATO contexts named Lloyd Chubbs. This is a 10-year anniversary of a study we made because we really wanted to find out what are the barriers. It seems obvious that these are low-hanging fruits to address, but what are the barriers? So we did a survey that involved 6 NATO countries, one partner, that is Finland, and both EU, NATO, and UN multinational organizations that deploy troops. And we looked into see, I don't really see it here myself, what it says, but we did interviews and surveys, and what they saw as the principal barriers. And resource constraints is one thing, and that's where one conclusion that we have drawn, that policy might not be so sexy, but if you don't have a policy in place, you will never be able to allocate the human and financial resources to actually do something on the ground. I can just see if I can see on my thing here. Yeah, and also, and this result has been confirmed. There is a Canadian, Stephanie San Miguel. She's done a thesis on, she's been evaluated the whole ISAF operations. She was there as the environmental protection officer for a few rotations. And obviously the military mission is very much focused on security and combat and that kind of things, and not so much on environment. But the thing is that the perception of what environment is and how it actually relates to security there's a lot of work to be done there to make it more
make more sense to actually address these issues also. And that's where the mindset come in, to change the mindset and the perception about these issues. And we also then looked at the other side of the coin. So what are the drivers? When does it work? What are the low-hanging sticks, the carrots and the sticks, or low-hanging fruit, sorry. So legal compliance, if somebody can get in trouble for not doing something, that might work. Also, for self-protection, there have been problems. We sometimes say that environment and health is two sides of the same coin. So one example is the burn pits that has been used in Iraq, for instance, where troops burn their waste, but also they inhale the smoke then. And that's very unhealthy, and that's become a huge financial problem for the US Veteran Administration. The security in this survey, it wasn't raised as a very priority issue, but the last thing we did was that ask sort of rhetorically that if you put a more strategic emphasis on this issue, is that the way to go? And 61% in the survey said yes. I mean, that would be good. So essentially, what we want to achieve is less environmental and climate impact of operations. So what are the leverage? Always, military and environment, you always have to leverage something else, because obviously you can say that this is the right thing to do, but that doesn't really fly initially anyway. So focus on how your actions will increase operational efficiency and the strategic end state of the military mission. That is paramount. And also something that is sort of on the rise is the accountability issue, and a lot of NGOs and others are actually paying a lot of attention to the military taking their responsibility when it comes to climate change and environmental footprint. And for NATO, the 2% goal of every nation contributing 2% of the budget is an issue. So saving money and having return of investment of better equipment, energy saving, I mean, that makes sense also, not only from an environmental or climate perspective. But on the bright side, there is growing political attention, and here there's also leverage to be made between the EU, the UN, and NATO. And already in 2009, during Ban Ki-moon, the idea that UN should move towards climate neutrality was raised, and that include also UN peacekeeping, whose operations actually usually has a much larger footprint climate-wise than the host nation, which is kind of interesting. And another milestone for NATO when it comes to climate change was the strategic concept of 2010 that addressed that climate change and natural resource constraints could have impact on future operations. And this concept is being updated currently and is going to be ready, hopefully, by the summit in NATO in 2022. So hopefully there will be a little bit more climate change, actionable climate change action there. Yeah, I can also mention that environment and climate issues are sort of finding its way through strategic documents at the highest NATO level. So not only having an environmental standalone document, but actually being incorporated in other important documents that are planning ahead for the future for NATO. And the climate change, the climate and defense roadmap for the EU is also interesting, because most NATO nations actually are EU members also. And most of all of this EU NATO are also UN members. So it makes perfect sense to try to sort of keep track of what other organizations are doing. And at the very highest level, NATO now is planning for implementing the climate change and security agenda into an action plan, which is also going to be interesting to see how they plan to walk the talk and not just having fancy policy documents. So where are we now then?
this is obviously a simplification because it was not only reactive before and it's not only proactive now, but the sort of the trend is to go towards more proactiveness, and the bold figures there are what's actually in this climate change and security agenda. That NATO as a security actor should be the leader of understanding the links between climate and security, and also climate action to adapt operations to a changing climate, and also move towards climate neutrality and net zero of its own operations. And there's more emphasis also on foresight, trying to predict what's going to happen, systems thinking, and in EU at least, circular economy is a big thing, which I think also will have some impact. And not least but not less important, also mindfulness towards the receiving nations of our actions, because there are going to be much more support operations for natural disasters and crisis rather than just violent conflict. So having understanding how you help without making things worse is also something that is increasing in importance. And I'm not sure where I am time-wise, but she said 2 minutes, 1 minute ago. Oh, okay, I missed that, sorry. But this is the last slide, so now I'm trying to do too much things at the same time, I think, sorry. So the way ahead, well, I have been a champion, and I'm not sure it's ever going to happen because of political reasons, but if there were to be a resolution similar to the 1325 on gender at the UN Security Council level, if there was something on environment or climate, that would allocate a lot of resources to actually work with this. So, but the important thing is to walk the talk, to actually operationalize all the nice policy documents and do it in an integrated and holistic approach, because NATO will never only deal with climate change. There are also the hybrid threats, cyber, space, and what have you. So actually looking at it at a holistic level is important. And there are a lot of tools. They just have to be used. And also, I want to raise just the increased demands for transparency. I mentioned NGO pressure and social media and Twitter and what have you. And a lot of NGOs now are keeping track of what the military does and will hold the military accountable if there are no tangible progress. Thank you very much, Annika. This was also a very interesting and complementary presentation. And I really liked how you also emphasized about the no harm principle, basically on how we should also think about the receiving countries that benefit from those interventions, and how this is also part of the transparency debate. Je vais maintenant passer la parole à Adrien Estève, qui est postdoctorant au CNRS rattaché au CERI, résident à l'IRSEM en France, et qui va nous présenter son travail sur de la sécurité au risque, la climatisation des politiques de défense en France et aux États-Unis, inspiré notamment de ses travaux doctoraux. Donc Adrien, je te passe la parole. Oui, merci Lucille, j'espère que tout le monde m'entend. Oui. Je voudrais aussi remercier bien sûr Bruno Charbonneau pour l'organisation de cet événement, et aussi derrière lui toutes les équipes qui se sont occupées de l'organisation, donc à savoir Françoise Conéa et les équipes du Centre Francopé, et aussi les équipes techniques qui permettent d'avoir un colloque hybride et bilingue, ce qui me permet de parler en français pendant cette présentation. Je vois que ma présentation est en train d'être chargée. Ma présentation est en anglais, pour aller à fond dans le bilingue dans ce colloque. Alors, comme vous le voyez sur ma présentation, le titre de mon intervention s'appelle le titre est de la sécurité au risque, la climatisation des politiques de défense en France et aux États-Unis. Et je voudrais commencer, comme l'a fait professeur Charbonneau au début du colloque, par rappeler quelques éléments scientifiques qui me paraissent essentiels, à savoir qu'aujourd'hui, on sait, le GIEC a publié son dernier rapport en 2021, donc en août 2021, on sait que les trajectoires de température que l'on attend aujourd'hui vont nécessairement et conduisent déjà en fait à des événements climatiques extrêmes et à des formes violentes
événements météorologiques violents qui ont des impacts nécessairement en termes de sécurité. D'un autre côté, on se rend compte que la gouvernance internationale du climat peine encore aujourd'hui à prendre toute la mesure de cet enjeu. Et la COP26, qui vient de se terminer à Glasgow, nous montre qu'il existe sans doute aujourd'hui un écart assez important entre le côté assez pacifié, assez angélique des négociations et les effets concrets du changement climatique aujourd'hui dans le monde. Et c'est ce que Stéphane Aykut notamment et Amy Dahan appellent un schisme de réalité, c'est-à-dire on a l'impression d'un côté qu'il y a une bulle des négociations et de l'autre qu'il y a un changement climatique qui a des effets extrêmement forts dans le monde. Voilà, donc ce schisme de réalité, à mon sens, pourrait aussi conduire potentiellement à des solutions plus directes pour lutter contre le changement climatique, et c'est là que les acteurs militaires pourraient jouer un rôle de plus en plus important dans la gouvernance internationale du climat et plus généralement dans la prévention des risques climatiques. D'autant plus qu'aujourd'hui, la sécurité climatique devient un paradigme dominant. Voilà, pour faire écho au titre de ce colloque, on voit que la sécurité climatique est de plus en plus utilisée dans le discours d'acteurs régionaux et des acteurs internationaux. On pense au GIEC qui parle de plus en plus d'adaptation et de sécurité climatique. On pense aux agences de l'ONU qui parlent aussi beaucoup de résilience climatique et de sécurité climatique. On pense aussi à des organisations comme l'Union européenne et l'OTAN qui aujourd'hui parlent officiellement de sécurité climatique et comme l'a rappelé Annika Walej, les stratégies qui sont en train d'être écrites au niveau européen et au niveau de l'OTAN parlent directement de sécurité climatique. De manière plus proche de mon sujet, on voit aussi que les leaders militaires des plupart des grandes armées aujourd'hui occidentales notamment prennent en compte le changement climatique et la sécurité climatique. On a eu des déclarations en ce sens aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France. On pourrait augmenter, rajouter peut-être d'autres pays européens. Et on voit donc qu'aujourd'hui, on a dépassé très largement le débat qui était celui de la mise en conformité des forces armées aux normes environnementales, qui était le débat traditionnel du lien entre climat et armée. Donc je voudrais aujourd'hui essayer de montrer comment est-ce qu'on peut mesurer vraiment l'émergence et le pouvoir de ce nouveau paradigme de la sécurité climatique, dans le cas plus précisément des forces armées. Et comme l'a présenté déjà un petit peu Dan Asré, comme on l'a fait avec Lucille aussi dans le numéro d'International Politics que je vous invite à consulter, qui est sorti cette année, on s'est intéressé à 4 tendances qui sont 4 tendances, à mon avis, constitutives de la création de ce paradigme de la sécurité climatique. On a tout d'abord, premier élément, aujourd'hui une environnementalisation de l'armée, une sécurisation dans un second temps du changement climatique, une climatisation de la sécurité dans un troisième temps, et enfin, chose que je vais essayer de montrer ici, une risquification du changement climatique. Déjà, au niveau de l'environnementalisation de l'armée, c'est ce que vient de présenter Annika Walej, on voit qu'on continue aujourd'hui à avoir des tentatives de verdissement, disons, des forces armées. Un effort qui a commencé beaucoup dans les années 80, dans les années 90, et qui s'est heurté pendant très longtemps aux exemptions militaires. Les exemptions militaires permettaient pendant longtemps et permettent encore aujourd'hui à l'armée de s'affranchir de normes environnementales, et notamment du calcul du bilan carbone, ce que disait Bruno Charbonneau au début. On sait à peu près comment les forces armées, combien les forces armées émettent de carbone, mais on n'a pas de chiffre officiel vraiment venant des états-majors pour nous donner ces éléments-là. C'est beaucoup le travail d'acteurs extérieurs. Et on voit aussi que l'environnementalisation, elle passe par des aspects plus discursifs, à savoir qu'on voit énormément aujourd'hui de problèmes qui sont recadrés, repensés, selon un paradigme de sécurité environnementale. Et c'est le travail de Simon Dalby, qu'on entendra un petit peu plus tard, qui montre bien justement cette environnementalisation de la sécurité. Le deuxième élément, c'est la sécurisation du changement climatique. On voit aussi depuis disons, le début des années 2010 en particulier que le climat est de plus en plus construit comme un enjeu de sécurité par les acteurs militaires en particulier. Et cela passe notamment par une insistance beaucoup plus grande sur un certain nombre de phénomènes, en particulier donc les crises climatiques, les conséquences en termes de conflits armés du changement climatique,
Et on voit dans ce discours de la sécurisation du climat, on voit le passage d'une approche, disons plutôt en termes de sécurité, de hard security, c'est-à-dire de sécurité existentielle, à une approche plutôt préventive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, quand on parle de sécurité climatique, on parle beaucoup de la prévention d'un certain nombre de phénomènes, plutôt que de l'anticipation de crises de grande ampleur. Et ça, c'est très intéressant du point de vue de la risquification, parce qu'on va voir qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité climatique dans les états-majors, on le caractérise par un ensemble de risques, voilà, de risques très précisément identifiés qu'il convient de mesurer. Troisième phénomène qui, lui, vient plutôt des études et négociations internationales, on voit aussi qu'il existe un phénomène de climatisation de la sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis en particulier la COP21, les états-majors militaires ont tendance à associer le climat à un nombre croissant d'enjeux de sécurité. C'est le cas en particulier, comme je vais le montrer, du terrorisme, qui devient aujourd'hui fortement associé aux enjeux climatiques. C'est aussi le cas d'autres enjeux comme les migrations, par exemple, ou comme les conflits armés. Voilà, on voit aujourd'hui que la climatisation de la sécurité, elle se manifeste par un recadrage, disons, une reprise en compte de certains enjeux pour les associer au changement climatique. Et on voit aussi, et c'est le travail d'Angela Hulse, que cette climatisation de la sécurité, elle se fait aussi dans des arènes non militaires et dans les arènes du développement en particulier. On voit dans le cas du développement que l'on parle de plus en plus de sécurité climatique à partir du milieu des années 2010, justement en important plutôt la thématique climatique des arènes internationales. Voilà. Donc il y a aussi ce phénomène, on le retrouve dans le cas des politiques de développement, plus spécifiquement. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je voudrais vraiment vous présenter au-delà de ces trois phénomènes, c'est ce qu'on pourrait appeler une risquification du changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde ce que disent les militaires sur le changement climatique, on voit qu'ils parlent énormément de risques climatiques plutôt que de menaces climatiques. Et pour moi, ce changement discursif, il est lourd de conséquences en termes de politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le risque climatique, parler de risque climatique, ça implique que l'on peut gérer l'insécurité climatique, on peut gérer les crises climatiques de manière rationnelle, c'est-à-dire que l'on peut calculer, évaluer le risque climatique. Or, ce que montre Ulrich Beck, ce qu'il a montré dans ses travaux dans les années 1990 et qui ont été depuis encore amplifiés, c'est qu'en fait, parler de risque, ça crée encore plus d'insécurité. Quand on parle de risque climatique, on crée une demande de sécurité puisqu'on demande de plus en plus d'outils pour mesurer et, disons, circonscrire ce risque. Donc en fait, ce que l'on voit quand on parle de risque climatique, c'est qu'associer le risque climatique à des enjeux de sécurité, ça crée de plus en plus d'incertitudes et ça crée de plus en plus de demandes de sécurité, d'une certaine manière. Et les forces armées, à leur niveau, vont se présenter comme disons, des institutions légitimes pour prévenir ces risques, pour les mesurer et pour les gérer, en fait, pour devenir des forces de gestion du risque climatique. Et ça, je le montre à travers deux cas d'études, qui sont mes deux cas d'études de thèse, qui est le cas de l'armée française et de l'armée américaine. Dans le cas de l'armée française, on voit que la risquification, elle a conduit à reformuler trois enjeux sécuritaires dans des termes climatiques et à créer une demande de sécurité pour ces trois enjeux. Ces trois enjeux, ce sont les catastrophes naturelles, les migrations et les conflits armés. Donc dans le cas des catastrophes naturelles, on voit que contre l'idée, disons, qui pourrait être l'idée traditionnelle, qu'on doit gérer le changement climatique dans le temps long, l'armée, en parlant du risque climatique, nous dit qu'il faut agir dès aujourd'hui pour anticiper et gérer le risque climatique. Donc ça implique des solutions immédiates et des solutions fortes pour prévenir ces risques. Donc potentiellement des interventions aussi, dont on parlait ce matin. Deuxième élément, au niveau des migrations, on voit que parler de risque climatique, contre l'idée d'un phénomène de changement climatique multidimensionnel, ça implique de gérer très localement et très précisément ces flux migratoires pour anticiper finalement leur explosion dans les années à venir. Donc encore une fois, une logique préventive qui implique de mettre en place des politiques sécuritaires dans le court terme. Et enfin, au niveau des conflits armés, on voit que contre l'idée, encore une fois, que le changement climatique pourrait être géré dans un cadre multilatéral, les forces armées, et l'armée française en particulier, renvoient une image de chaos international et appellent pour pour plus d'ordre dans les relations internationales. Il y a une demande d'ordre dans les relations internationales. Donc on voit que dans ces trois dimensions, de manière préventive, l'armée se positionne comme une force de réduction du risque,
voire une force d'annulation du risque. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, à mon sens. Dans le cas des États-Unis, et particulièrement de la présidence Trump, qui a été mon cas d'étude un peu dans ma thèse, on voit que trois en fait, aussi phénomènes sont particulièrement associés au risque climatique, disons, sont particulièrement associés à des risques sécuritaires, plus spécifiquement. Les catastrophes naturelles, les événements naturels extrêmes, dans un premier temps, donc on voit que dans un sens de résilience sous l'administration Trump, il y a cette volonté de prévenir sur le territoire américain les effets les plus délétères du changement climatique. Au niveau du deuxième risque identifié, donc les conditions de vie les plus hostiles, on voit qu'il y a aussi sur le territoire américain une volonté d'adapter certaines régions menacées par la désertification et la sécheresse, d'adapter ces régions aux catastrophes climatiques, donc éventuellement d'impliquer l'armée, notamment la garde nationale, dans la gestion des crises climatiques. Et on voit aussi au niveau des tensions armées, qui est un phénomène aussi qui est intégré dans la doctrine américaine, on voit une volonté, comme dans le cas de la doctrine française, d'anticiper le chaos, de prévenir les effets les plus chaotiques du changement climatique. Et pourquoi on parle beaucoup de résilience aux États-Unis sur la présidence Trump? Eh bien parce qu'on a nationalisé la problématique de la sécurité climatique. Et donc j'insiste beaucoup dans les deux cas d'études sur le contexte politique. En France, la vision de la sécurité climatique que je viens de vous développer du risque climatique, elle est très appuyée sur une vision coloniale, donc elle va beaucoup s'appuyer sur certaines régions, comme on le disait ce matin, donc le Sahel en particulier et l'Asie du Sud-Est. Dans le cas des États-Unis sous la présidence Trump, la politisation de la sécurité climatique, ça va être America First, ça va être de gérer d'abord les risques climatiques sur le territoire américain. Et éventuellement, avec l'administration Biden, on voit une ouverture à nouveau peut-être à d'autres territoires. Je me permets juste de conclure, oui, je vois que Lucille agite la petite feuille. Je me permets juste de conclure pour rajouter aussi dans mon analyse que la connaissance et la production de la connaissance sont des éléments essentiels de cette riskification du changement climatique. Les forces armées aujourd'hui ont de plus en plus besoin d'experts, ont de plus en plus besoin de centres de recherche qui évaluent le risque, qui le quantifient et qui le rendent opérationnalisable pour les forces armées. Donc on voit émerger... C'est la sanction si je dépasse le temps. Mes batteries sont très faibles, désolé. Pardon. Ça part vite. Parce que je pensais aller jusqu'à la fin. C'est bon? Oui. Je pense que c'est bon, oui, à nouveau. Donc je disais, voilà, il y a un besoin de connaissances, un besoin de production de connaissances qui est apporté par des institutions comme le Center for Climate and Security aux États-Unis, comme en France un observatoire défense et climat qui a été créé au ministère des Armées. Et donc il faut faire attention aussi quand on fait dans la recherche académique des études sur la sécurité climatique, parce qu'on est aussi confronté à ces savoirs qui sont des savoirs opérationnels qui ont vocation à sécuriser encore plus l'enjeu. Et enfin, je me permets d'identifier 4 pistes, peut-être pour avancer un agenda de recherche dans le cadre des coopérations éventuelles qu'on pourra avoir ensemble. Déjà, un premier élément, c'est peut-être identifier différentes approches de la sécurité climatique, notamment, c'est ce qu'on essaie de faire avec Judith Hart, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a différentes manières de penser la sécurité climatique, une approche plutôt nationale, une approche plutôt humaine, et enfin une approche peut-être plutôt écologique de la sécurité climatique. Deuxième élément, je pense qu'il faudrait aussi s'intéresser peut-être à qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de parler de sécurité climatique dans l'Anthropocène. Est-ce qu'on n'a pas besoin finalement d'une compréhension plus écologique, encore une fois, de la sécurité, à savoir finalement que la vraie question aujourd'hui, plutôt que l'adaptation, c'est l'atténuation du changement climatique. Et si on veut empêcher les effets les plus délétères du changement climatique, il faut peut-être d'abord réduire nos émissions, plutôt que penser des mesures d'urgence pour gérer les crises. Troisième élément, c'est aussi étudier peut-être dans certaines institutions, certaines pratiques, comment on parle de sécurité climatique. Et moi, j'étudie en ce moment l'Union européenne et l'OTAN en particulier. Mais ce serait intéressant de voir aussi dans le cas de l'Union africaine, ce qui se dit sur la sécurité climatique et qu'est-ce que ça a comme implication en termes de partenariat et de mécanismes. Et enfin, les aspects coloniaux du débat sur la sécurité climatique et la régionalisation du phénomène, à savoir qu'en France, on parle beaucoup du Sahel et de l'Asie du Sud-Est, et que dans d'autres pays, notamment des anciennes puissances coloniales, on parlera peut-être d'autres zones géographiques qui sont particulièrement concernées par les impacts sécuritaires du changement climatique. Donc aujourd'hui, on voit très bien qu'on parle très peu en fait, de résilience climatique en Europe et aux États-Unis, et qu'on reste encore dans une vision très
On se dit toujours que la crise climatique viendra ailleurs, dans des pays qui ne sont pas préparés, des pays qui sont faibles, entre guillemets. Et dont on a la responsabilité de s'occuper, d'une certaine manière. Voilà, je vous remercie et je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien, pour cette présentation très claire et cette ouverture sur un agenda de recherche riche qui, je pense, parlera à de nombreux intervenants, intervenantes de ces 2 jours. Je passe maintenant la parole à Magali Vullière du Centre de recherche du CHUM Université de Montréal et l'Observatoire de la politique et la sécurité de l'Arctique, ENAP. Magali va nous présenter sa recherche sur l'accélération du dégel du pergélisol, impact stratégique et défis logistiques circumpolaires, et donc qui nous emmène dans d'autres régions du monde pour poursuivre cette discussion sur le lien entre défense, sécurité et changement climatique. Magali, je vous cède la parole. Oui, je suis là. Et effectivement, on va partir dans des zones un petit peu plus froides. Donc très rapidement, donc, je suis actuellement chercheuse au CR du CHUM et rattachée à l'OPSA, à l'OAPA et au CEARC en France. Je travaille sur les sous-régions polaires depuis 2012 et j'ai effectué plusieurs terrains dans ces sous-régions durant lesquels j'ai cherché à opérationnaliser le concept de sécurité humaine en l'appliquant à des cas d'études spécifiques, ou en appliquant une de ces dimensions à des cas d'études spécifiques, donc relations entre militaires et inuits dans l'Arctique canadien, sécurité sanitaire ou encore changement climatique, et plus particulièrement donc sur l'accélération du dégel du pergélisol, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant tout, je vais être obligée de vous faire une petite introduction géographique de ma zone, pour vous montrer la complexité de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous présenter donc, rapidement 2 cartes. Je pense que ça marche. Ok. En effet, on parle souvent de l'Arctique comme si c'était une zone uniforme à l'image de l'Antarctique. Mais comme vous le savez tous, l'Arctique, c'est la région qui est située autour du pôle Nord et de l'océan glacial arctique. Et contrairement à l'Antarctique, l'Arctique n'est pas un continent. Donc c'est un océan glacial qui est entouré de continents et donc d'États souverains, ayant chacun leur histoire, leur population et leur approche de la zone. Il y a donc autant d'Arctique que d'États arctiques, et même au sein d'un État arctique, il y a plusieurs sous-régions. Donc par exemple, l'Arctique canadien n'est pas l'Arctique groenlandais, et l'Arctique québécois, le Nunavik, est très différent du Nunavut, qui est un territoire indépendant du Canada. Il est donc assez difficile de faire des généralités sur cette zone, et je vais essayer de vous montrer la complexité de cette zone en utilisant des cas concrets, des exemples concrets. Mais également, au sein de cette zone, donc il y a 8 États qui sont considérés comme arctiques, et au sein de ces 8 États, il y a des sous-régions septentrionales qui peuvent être délimitées selon 3 critères différents. Donc, soit ce sont les régions qui sont localisées au nord du cercle arctique, qui est matérialisé en noir sur la carte. Ça peut aussi être les régions qui enregistrent une température moyenne en dessous des 10 degrés, donc on appelle ça l'isotherme plus 10, lors du mois le plus chaud, et qui est matérialisé en rouge sur la carte. Mais ça peut être aussi les régions qui sont situées au nord de la limite des arbres, donc la transition entre la taïga et la toundra, qui est matérialisée en vert sur la carte. Donc on ne manque pas ici de remarquer que les 2 derniers critères que je vous ai donnés sont intrinsèquement liés au changement climatique. Les arbres ont tendance à mordre de plus en plus sur la toundra, et ces impacts sont d'autant plus flagrants avec la moyenne des 10 degrés, l'isotherme plus 10. Si on prend un exemple assez concret, donc dans la République de Saria-Yakutia, qui est en Russie et où je vais vous emmener tout à l'heure, on a enregistré un record de température de 48 degrés à l'été 2021. Donc on est largement au-dessus des 10 degrés, 10 degrés de moyenne certes, mais quand même largement au-dessus des 10 degrés. Ce sont donc des frontières, donc les frontières de ces sous-régions arctiques sont donc des frontières mouvantes. Je vous ai parlé rapidement de 8 États qui sont considérés comme arctiques. Donc si on prend une définition restrictive, on a les États-Unis d'Amérique avec l'Alaska, le Canada, le Royaume du Danemark avec le Groenland, le Royaume de Norvège avec le Svalbard et la Fédération de Russie. Et dans les définitions élargies, on rajoute l'Islande, la Finlande et la Suède. Voici pour l'introduction géographique. Je vais maintenant vous parler du pergélisol. Donc qu'est-ce que le pergélisol ? Où est-ce qu'il se situe et comment est-ce qu'il se manifeste?
Donc très rapidement, le pergélisol, qui est appelé permafrost en anglais, c'est peut-être un terme sur lequel vous êtes un peu plus familier, est un sol dont la température est inférieure ou égale à 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Donc en Arctique, il est composé de 3 couches. Donc on a la couche active qui est située en surface et qui gèle et dégèle en fonction des saisons. On a le pergélisol stricto sensu, qui lui est soumis aux fluctuations saisonnières, mais qui reste théoriquement sous le point de congélation. Et on a enfin la base du pergélisol qui, elle, n'est pas soumise aux fluctuations saisonnières. Donc le pergélisol recouvre 22% de la surface terrestre et est généralement permanent au nord du 60 degrés de latitude. Comme on peut le voir sur la carte, normalement voilà, pardon. Bon. Il recouvre, donc le pergélisol recouvre une majorité de l'Arctique russe, une grande partie de l'Arctique canadien et de l'Alaska, mais en revanche, il est présent seulement sur les côtes du Groenland, de l'Islande et de la Norvège. Et avec les changements climatiques, en fait, le pergélisol dégèle sur une période temporelle plus longue et sur une profondeur plus importante. Or, comme le montre la carte qui arrive là maintenant, eh ben je me suis... Bon, anyway, c'est pas grave. Les sous-régions arctiques ne sont pas inhabitées, loin de là, puisqu'il y a environ 4 millions d'habitants, dont la répartition est très inégale, puisque la moitié d'entre eux, environ 2 millions, habitent en Russie. En 2017, 60% des communautés arctiques, dont 46% sont côtières, et 70% des infrastructures arctiques sont construites sur du pergélisol. L'impact de l'accélération de son dégel représente donc un défi pour l'ensemble des États arctiques, et je vais tenter de vous le montrer aujourd'hui en prenant des exemples précis. Donc j'ai pris 4 exemples, et nous allons commencer par l'Alaska. Donc en Alaska, on a une minorité seulement de la population qui vit sur des zones de pergélisol, mais une majorité du territoire est recouverte par du pergélisol intérieur et côtier. C'est pourquoi, dans ses récentes stratégies, donc en juin 2019 et en janvier 2021, le département de la Défense américain souligne les risques représentés par l'accélération du dégel du pergélisol sur ses infrastructures existantes et sur les possibles nouvelles infrastructures. À ce jour, donc, on a 9 bases qui sont implantées en Alaska. Donc ça, c'est une jolie carte que j'ai faite pour une publication. Donc on a 3 bases par corps d'armée. Or, quand on croise l'implantation de ces bases avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur le pergélisol côtier et intérieur, on se rend compte que 6 de ces 9 bases sont situées sur du pergélisol intérieur ou alors à la limite avec du pergélisol côtier. Voilà. Seules 3 bases, qui sont les bases de la garde côtière, sont situées au sud de zones de pergélisol. Et les 3 bases les plus importantes en Alaska, qui comptent une moyenne de 6000 militaires, donc c'est quand même pas rien, sont situées sur des zones de pergélisol intérieures ou alors à la frontière avec une zone de pergélisol côtier. On va maintenant prendre un exemple canadien avec la route de Tuktoyaktuk, qui est la première route tout temps qui a été construite au Canada qui rallie la côte du passage du Nord-Ouest. C'est un projet de 300 millions de dollars qui a été approuvé en 2013 et dont la construction a commencé en 2014. Ce sont 138 km de route qui relient donc Inuvik à Tuktoyaktuk et dont la construction a présenté de nombreux défis, notamment dus au pergélisol qui est impraticable pendant toute la période du dégel. Les travaux ont donc été entrepris pendant les 6 à 7 mois d'hiver et ont mobilisé 600 travailleurs 24 heures sur 24 dans des températures allant de -15 à -57 degrés. Pour permettre la continuité de la route, on a construit 8 ponts qui ne sont d'une durée que de 75 ans. On a 30 à 40 employés qui sont alloués en permanence à la maintenance de cette route et le gouvernement territorial prévoit un budget d'entretien annuel de 1,7 million de dollars pour ces 138 km de route. Inaugurée le 14 novembre 2017, elle a été fermée en mai 2018 pendant 3 semaines à cause du gel du pergélisol. Donc c'est même pas une question de vétusté des installations puisqu'elle a été ouverte seulement quelques mois avant cette fermeture. Je vous emmène maintenant au Groenland et plus particulièrement à l'aéroport de Kangerlussuaq, qui est l'aéroport de transit pour l'ensemble du Groenland. Donc même pour aller à la capitale Nuuk, qui est plus au sud de Kangerlussuaq, on doit passer par cet aéroport-là.
En 2019, puisqu'on ne va pas prendre les chiffres de 2020, l'aéroport a accueilli 11 000 vols environ. Or, victime du réchauffement climatique, c'est un aéroport qui devrait être fermé aux vols civils d'ici 4 ans, donc 2024-2025, car l'accélération du dégel du pergélisol a endommagé les pistes d'atterrissage et ça représente un coût et un risque financier beaucoup trop important. Je parle ici d'aviation civile parce que le ministère danois de la Défense a conclu un accord avec le gouvernement groenlandais pour continuer à utiliser cette piste-là pour ces appareils au-delà de 2024. Ce maintien en activité de Kangerlussuaq pour le ministère de la Défense danois est fondamental, tant pour ses activités et sa présence sur l'île, que pour les activités de recherche et sauvetage, puisque c'est la défense danoise qui s'occupe de recherche et sauvetage pour le Groenland, recherche et sauvetage en mer. Je vais maintenant vous emmener sur un terrain que je connais un petit peu mieux, puisque c'est là où je suis allée pour une recherche antérieure. On va partir en Russie, dont 65% du territoire quand même est situé sur des zones de pergélisol. En mai 2021, le ministère des Ressources et de l'Environnement russe a indiqué que plus de 40% des infrastructures russes sont déjà touchées par ce phénomène d'accélération du dégel du pergélisol. Ici, donc, je vais vous parler d'un travail de terrain que j'ai conduit grâce à une équipe de NEFIU, qui est l'université d'Yakoutsk. L'université d'Yakoutsk étant donc dans la République de Saria-Yakutia, que je vous ai évoqué tout à l'heure, et qui est en rouge sur cette carte. Et plus spécifiquement, nous sommes allés avec mes collègues du CEARC dans la région de Boulounski, j'essaie de tenir les 12 minutes, qui est vraiment située donc au nord, voilà, plus que 2 minutes, au nord de la République de Saria-Yakutia, le long de la route maritime nord. On y allait donc en juillet 2019 et l'idée était vraiment de documenter l'approche des habitants concernant ce phénomène d'accélération du dégel du pergélisol. Donc là, quelques photos donc, de terrain. Donc ici, c'est Tixi. Tixi, c'est une grande ville quand même parce que c'est 4000 habitants en 2017 et on peut voir que c'est des gros immeubles qui la composent. Mais donc Tixi est situé sur le continent et ne connaît que très peu d'érosion côtière. C'est la capitale administrative de la région de Boulounski et à proximité de Tixi, il y a une base militaire et c'est d'ailleurs un aéroport militaire qui permet de rejoindre cette ville. Or, c'est un aéroport militaire qui a déjà été fermé aux vols d'avion entre 2012 et 2013 car les pistes d'atterrissage étaient déjà trop endommagées. Et durant toute cette période, cette région, cette ville, ses habitants ont été donc ravitaillés par hélicoptère. Donc il y a quand même un petit peu moins de... Ça coûte plus cher et puis on peut emporter moins de matériel. Et puis, je vais très vite, j'ai plus le temps, mais on peut voir aussi sur les photos, les canalisations sont toutes hors sol. Et les bâtiments, ça c'est pour tout l'Arctique circumpolaire, mais sont sur des pilotis pour en fait justement isoler le chauffage des habitations du sol pour éviter que le sol dégèle plus rapidement. À Bykovsky, donc ça c'est un autre souci, donc c'est un village de 526 personnes qui est situé sur la péninsule et qui connaît une très forte érosion côtière puisqu'on parle de 1 mètre à 2 mètres par an. Et c'est un village qui est appelé à disparaître d'ici 50 ans. On peut voir sur la photo en haut au milieu en haut cette forte érosion côtière-là. Ces deux exemples qui sont quand même situés à très peu de kilomètres l'un de l'autre sont parfaits pour illustrer les défis que peuvent rencontrer une même région et à très peu d'écart. Très rapidement, du coup, j'ai essayé de vous montrer, de toucher du doigt un petit peu de ce qu'était que cette accélération du dégel du pergélisol. Et je n'ai vraiment pas eu le temps de vous parler un petit peu des solutions qui n'en sont pas vraiment pour lutter contre cette accélération, ni aussi des autres conséquences du dégel du pergélisol, comme la libération d'agents pathogènes, de poches de méthane, qui vont forcément avoir un impact sur les enjeux sécuritaires, climatiques ou sanitaires de ces régions-là. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Lucille. Merci beaucoup Magali pour cette présentation très claire, très bien illustrée et qui nous amène sur d'autres terrains, mais qui me semble montre très bien cet enjeu transversal qu'on a retrouvé dans toutes vos présentations, à savoir la question de la matérialité et de la temporalité de ces enjeux. Et donc, je vais ouvrir dès à présent les questions.
vous pouvez, si vous êtes en ligne, vous pouvez mettre vos questions dans avec l'option questions et réponses et je les transmettrai aux intervenants et intervenantes. Sachant que je ne peux pas voir la salle, j'inviterai peut-être des collègues à Montréal aussi pour me signaler s'il y a des questions dans la salle et donner la parole aux personnes présentes. Est-ce qu'on a déjà des questions dans la salle? En attendant, peut-être ça se formule en ligne. Is this on? Magali, thank you. Thank you all of you for your excellent presentations and joining us online as well. A really fascinating panel that went all over the world and super informative. I'm Blair Bermel. I work for Global Affairs Canada on climate change and security policy. And Magali, I thought it was a shame that you got cut off at the end because I was fascinated by the direction you were going in. And I wanted to ask on the solutions end of what's happening in terms of the response to all this permafrost damage. You know, clearly from your presentation, it's a civilian issue and it's a military issue. So from what you've seen, where are the solutions and the responses coming from? Is it, I mean, clearly it's probably both sides. Is it weighted more heavily one side or the other? And is there good exchange already between kind of civilian and military actors where maybe military solutions are being applied to civilian problems or vice versa? I wonder if you could talk a little about that. Thank you. Thank you very much for your question. We could take several ones if there is other in the room, otherwise I just give the floor to Magali. Okay, I do have now a question in the chat, so let me read it. It's from John Sears asking, in the Arctic, are there Inuits' indigenous approaches to the interface of climate and conflict resolution that inform the conversation ongoing? So this question goes to Magali. Maybe Magali, you can have a first start after answering both questions. Yeah, sure. Is it okay if I speak in French? I can do both, but it would be faster in French, I guess. Well, now I switch my brain in English, so okay. Pour répondre à votre question, d'un point de vue militaire, quand j'ai parlé par exemple des stratégies arctiques du ministère de la Défense américain, une de ses seules réponses, parce que c'est un phénomène qui est encore assez mal compris et on commence seulement à parler du dégel du pergélisol. La seule réponse du ministère de la Défense qu'il y avait dans la stratégie arctique était qu'on avait besoin de faire de la recherche. Voilà. Généralement, quand on est face à de l'érosion côtière ou des effondrements de bâtiments, il n'y a que deux choix, c'est soit on délocalise, donc il y a vraiment une relocalisation de population qui peut se faire, soit on ferme. Pour la relocalisation, donc là j'ai parlé de Bukowski, où les gens n'ont pas les moyens dans tous les cas d'être relocalisés, donc on nous a vraiment dit dans nos entretiens, de toute façon dans 50 ans, la moitié d'entre nous seront déjà morts, et l'autre moitié sera déjà partie parce qu'il n'y aura plus de poissons, on ne pourra plus pêcher ni chasser, donc on sera déjà parti. Donc pour nous, entre guillemets, ce n'est pas un problème, mais vraiment je parle très grossièrement. Si on parle de relocalisation, en Alaska, il y avait aussi la communauté de Chishmarev qui est souvent utilisée en illustration de ces problématiques-là. Et j'avais noté les chiffres. Donc Chishmarev, c'est 600 habitants, donc c'est une petite communauté. Et il y a une étude qui a estimé à 179 millions de dollars la relocalisation de la communauté. Donc on imagine pour des communautés plus grosses, on imagine pour des bases militaires, celle d'Alaska dont je vous ai parlé, on imagine le coût que ça va être. Donc peut-être que on penchera plus pour la fermeture, comme par exemple pour l'aéroport de Kangerlussuaq où ça coûte trop cher, on ferme. Donc là on parle vraiment d'infrastructures civiles. En termes d'échange de technologie ou de retour d'expérience, je dirais que on aura peut-être plus à attendre de l'industrie, parce que par exemple il y a une technologie qui s'appelle les thermosiphons qui sont utilisés dans la péninsule de Yamal pour tout ce qui est hydrocarbures, qui sont des petits tubes réfrigérants qu'on met à la base des bâtiments et qui permettent de garder la température du sol
en dessous de 0. Donc on imagine un petit peu ce que ça représente si on est censé faire ça dans toutes les infrastructures polaires. Mais c'est quelque chose qui a été utilisé un petit peu, il y a une récente étude, ça a été utilisé au Canada pour la route de l'Alaska. Alors j'ai plus trop les chiffres en tête, mais il y a une étude qui a été sortie par le ministère des Transports, le ministère des Transports canadien. Et cette étude montre aussi, donc, sur les portions de route de la route de l'Alaska, ils ont fait une comparaison entre les portions construites sur du pergélisol et les portions non construites sur du pergélisol. Et il y a un ratio de 5 fois plus. Donc c'est 5 fois plus cher de maintenir une route construite sur du pergélisol qu'une route non construite construite sur des zones hors pergélisol. Donc là, par exemple, on table à 20 000 $ canadiens par an pour entretenir les portions de la route de l'Alaska qui sont construites sur du pergélisol. Donc ça, c'est vraiment des pistes de réflexion que je peux vous donner. Donc la recherche, la relocalisation ou la fermeture. De manière assez intéressante aussi, 45% des sites d'extraction d'hydrocarbures russes sont construits sur des zones de pergélisol. Donc là encore, il va falloir faire des calculs mathématiques, c'est pas du tout mon domaine, mais quand on voit le coût que coûte par exemple 20 000 $ pour une petite route au Canada, on imagine un petit peu le coût que ça peut représenter pour le secteur des hydrocarbures russes. Pour parler des approches inuites, alors moi j'ai pas travaillé sur le changement climatique au Canada, vu que j'ai vraiment fait que du terrain à Tixi. Je peux vous proposer des pistes de solutions, mais c'est vraiment pas des résultats scientifiques robustes. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'était que les gens n'ont pas les moyens de réduire, entre guillemets, leur impact carbone dans les zones arctiques canadiennes, puisqu'ils se chauffent au fioul. Ils n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser le pétrole pour avoir de l'électricité et pour se chauffer. Donc, ils n'ont pas trop de solutions. Quelle est leur approche pour avoir appliqué donc, le concept de sécurité humaine dans cette recherche que j'ai pu faire en Russie? Je dirais que ça dépend beaucoup des gens. Il y en a qui vont dire quelque chose, encore une fois c'est assez grossier comme résumé, mais c'est comme on ne peut rien faire nous, alors pourquoi est-ce qu'on va être déprimé à cause de ça, entre guillemets. Après on voit à Shishmaref, eux ils veulent être relocalisés, mais il y a vraiment je pense une partie de cette population autochtone qui n'a pas les moyens pécuniaires pour faire quelque chose, qui peut-être ressent du mal-être par rapport à cette situation et ne peut rien faire. Je ne sais absolument pas si j'ai répondu précisément à la question. Je pourrais préciser si besoin. Voilà. Merci beaucoup Magali. Peut-être que la personne qui a posé la question rebondira par la suite. Alors j'ai une autre question en ligne de Philippe Levillon qui s'adresse à Adrien, qui demande le gouvernement chinois et le PLA ont-ils une position sur les risques climatiques d'un point de vue militaire ou de défense civile? Donc peut-être des choses aussi qui ont été travaillées dans l'ouvrage sur lequel tu as travaillé avec Judith. Est-ce qu'il y a également des questions dans la salle? Oui, ça fonctionne. Merci tout le monde. Excellent panel. I have a general question for my colleagues. We talked in the previous panel about the temporal challenge or problem, however you want to put it, that the future is used as empirical evidence. There's a lot of speculation in many ways. And Adrien also spoke or mentioned the aspect of conflict prevention beyond all our talk about the climate security. So I'm wondering, I guess, in your work, how do you see that sort of temporal, or is there any sort of temporal or intellectual shift in thinking about the temporality of climate change? What I mean by this is, within military institutions, do we plan or do we look into operation in different temporal terms, or is just planning as usual, planning for scenarios in the future wars with China, whatnot, you know, the sort of general military planning that the military has always been doing, or is that temporality that we attach to climate change as being somewhat different, or
or a challenge, like I was saying, is that somehow inserted into everything you've said, or is there such a thing as a temporal challenge for military institution when it comes to strategic thinking and operational planning and so on and so forth, if this makes sense? Merci beaucoup Bruno. Nous sommes connectés à travers l'océan puisque j'avais cette question également de la temporalité à laquelle j'aimerais peut-être brièvement ajouter la question méthodologique de comment on étudie ces enjeux de différence, de temporalité dans ces acteurs qui travaillent sur ces questions. Est-ce que Adrien, tu voudrais commencer à répondre ? Oui, pas de problème. Déjà pour la première question en ligne sur la Chine et le PLA, où je ne suis pas du tout expert de la Chine, loin de là, et notamment de s'ils emploient le terme de risque dans leur doctrine stratégique. Ce que je peux dire de la Chine, c'est qu'ils ont une vision très technique en fait aussi de l'enjeu du climat. Et ça passe notamment par une croyance assez forte dans les capacités de la géo-ingénierie, notamment à résoudre un certain nombre de problèmes posés par le changement climatique. On voit très bien, ça c'est des éléments qui sont connus, qui sont traduits en anglais, on voit très bien des travaux qui sont faits aujourd'hui sur finalement la stratégie zéro carbone chinoise et comment elle va s'appuyer sur de l'ingénierie climatique en fait, globalement. Et les savoirs militaires sont extrêmement mobilisés là-dedans. Enfin voilà, encore une fois, l'armée, et c'est le cas aussi aux États-Unis, l'armée est très présente dans le domaine de la géo-ingénierie. Et participe à la constitution des savoirs sur l'ingénierie climatique. Après, en termes d'intervention, de risque, etc., moi, ça m'intéresserait de savoir, notamment, toujours dans une logique de régionalisation, est-ce que dans le cas de la mer de Chine, il y a des travaux sur le changement climatique, voilà, sur le risque climatique? Mon hypothèse serait que oui, si je prolonge tout simplement ce que j'ai vu en France et aux États-Unis dans le cas chinois, à savoir que chaque pays applique la question de la sécurité climatique à sa chasse gardée ou à des territoires dont il estime avoir la responsabilité. Donc il faudrait regarder de ce côté-là. À mon avis, je ne réponds pas du tout à la question, mais voilà, je tends mes hypothèses américaines et françaises vers la Chine peut-être, et c'est peut-être par là qu'il faut regarder. Pour la temporalité, pour la question de la temporalité, moi clairement dans le cas du risque, on est sur une temporalité d'urgence. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que l'urgence est quelque chose qui est de plus en plus présent en termes temporels dans la réflexion militaire. Et ça a été un peu une surprise pour moi parce qu'au début de ma recherche, je pensais justement que le changement climatique serait pris dans une temporalité longue. C'est-à-dire qu'on aurait des travaux qui seraient sur 25-30 ans, où l'armée a le temps de regarder aussi, c'est peut-être une des seules institutions qui a le temps vraiment de faire des travaux prospectifs. Et en fait, je me rends compte que ce qui les intéresse, c'est le court terme. C'est le court terme, voire le très court terme en fait. Dans 1 an, 2 ans, dans telle région, qu'est-ce qu'on va avoir comme risque climatique, qu'est-ce qui va se passer en termes de migration, de terrorisme, qui va être déclenché par le changement climatique. J'ai été très déçu de ne pas voir justement de travaux de long terme, de planification, qui sont faits par certains think tanks, mais qui ne sont absolument pas, disons, enfin en tout cas dans les entretiens que j'ai pu faire, la préoccupation en fait des commandants militaires. C'est vraiment dans le court terme, qu'est-ce qui va se passer. Et avec ce jeu de créer l'urgence aussi, encore une fois, de dire, voilà, ceux qui fournissent des travaux aux états-majors sur ces questions créent aussi un sens d'urgence en parlant du court terme, en créant une forme de sentiment de crise immédiate, voilà, disons, en quelque sorte. Donc moi, c'est plutôt côté urgence court terme, je veux dire. Et comment on la mesure d'un point de vue méthodologique, on le fait avec des entretiens, Lucille. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai fait, en tout cas. Super, merci beaucoup. Effectivement, ça permet d'amener aussi la subjectivité derrière la perception de la temporalité du problème. Est-ce que, Dhanashree, you want to go next? On the question of temporality that was addressed to everyone. I don't know. Yeah. Are you asking me? I'm sorry, I missed. Yeah. Is this the question about China? So I'm because of the translation, I'm a little lost, but I suppose the question is about China and PLA, right? So there was a question about China and PLA that was addressed to Adrien, but if you do have input on that, that would be very useful. But also Bruno has a question to everyone about the temporal challenges and how, in your case, like Indian forces see the temporality of the climate security and climate crisis. So about China and PLA first,
again, there is no stated policy of China on climate and security. The PLA, of course, doesn't have as such. But increasingly, what you're seeing at the international level is that China is acknowledging climate security at the UN Security Council, not as much as some of the other countries, say in Europe, but then, or the least developed countries or island countries, but still there is more acknowledgement there. This comes, I mean, also with respect to, China's position in the international climate order itself. I think it has a lot to do with the fact that China wants to project itself as a climate responsible power, a climate superpower that wants to sort of position itself as a country that is very serious about dealing with climate change. At the same time, as Adrian mentioned, I think there is also the regional component attached to it, because China has Tibetan Plateau, and which is the origin of major rivers that flow down to South Asia, Southeast Asia. So I think on especially water-related concerns, there are some security elements which are slowly getting integrated into Chinese climate strategy as well, because these rivers are also integral to China's own adaptation measures, and also how to deal with, say, the desertification that is happening in the north of China. So these rivers are going to resolve some of these problems as far as China is concerned. Now, to come to temporality and institutional changes, I think this is very important to discuss. And as Adrian mentioned, again, a lot of emphasis tends to get laid on the short-term measures. And this, I would like to reiterate, this also comes from the fact that the civilian agencies themselves in a country like India, where development imperatives are still very important, and security is, or long-term sort of planning is contingent on where development takes the country to, right? So when you have developmental concerns dominating the climate change discourse, what also we have to keep in mind that institutions dealing with climate change are, having that perspective in mind. So it's like the layering of institutions, right? So climate change is kind of layered over various institutions, and there's not much of institutionalization that has happened even among the civilian agencies. So to expect that the military would then, become like a primary actor is something, I think it will take a really long time. I think it's way away. So I think in terms of the temporality part, it has to start from the civilian agencies, including like Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which are all engaged in planning in some way or the other. But in terms of the military, the Ministry of Defense, the integrated headquarters of the three forces of the military, all these different agencies are slowly looking at scenarios. But then I feel it's still very early stages to talk about this. I think still the focus is more on, say, how how the melting Siachen glacier will affect the deployment of Indian soldiers, in that place, or how the rising temperatures in Ladakh is going to affect the deployment of Indian soldiers who are who are protecting the borders from Chinese incursions, for instance. So usually it's just at the level of short-term thinking, and hasn't gone to that extent of long-term thinking. Thank you very much, Dhanashree, for those two answers in one. Now, Annika, would you like to jump in on the temporality question? Yes, actually, and from a Swedish perspective, because that is what I know best. Obviously, there's a lot of here and now and short term, but also the defense, Swedish armed forces and the defense sector that supports the armed forces aren't exempt from the goal of becoming climate neutral in 2045. So the assumption is that the defense sector should transition to climate neutrality at the same pace as the rest of the society, which is kind of tricky and creates a lot of headache, because if you invest in a material system, it's not like buying a new iPhone or an electric bike. The lifespan of military advanced equipment is very long. So what we invest in now, we will be stuck with for a long time. And that's a huge challenge, but it also is a challenge about security of supply, because if we were to have exempt,
exceptions that we don't need to do certain things. How do we assure that we get the supply of, for instance, fossil fuel that we need if the rest of the society has transitioned towards climate neutrality? So it is short-term thinking, obviously, but also a lot of work going on presently within the defense sector, and there's a special group created on climate change adaptation to figure out how we are supposed to reach this goal in 2045. So, and I assume that a similar work is going on in other European countries as well, because everybody that's part of European Union is working towards this goal. Thank you very much, Annika. I think we need to conclude the session. I don't know, we started with a couple of minutes late, so can I still give the floor to Magali to conclude? There was also a specification in the chat about the question on indigenous knowledge, saying that the Inuit Circumpolar Council had to, in the position paper in the COP26, said that indigenous knowledge and leadership should be valued in climate action and support indigenous participation in climate governance. So that was just to follow up on that. But Magali, would you like to conclude on temporality? Oui, j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, puisque moi, tout ce que j'ai pu voir dans mon travail avec les Rangers canadiens, qui sont des patrouilles donc, de réservistes autochtones en fonction des latitudes. Donc moi, j'ai travaillé avec des réservistes inuits qui travaillaient avec les forces armées canadiennes. C'était que ils sont impactés par le changement climatique en tant que patrouille. Quand on parle de leurs exercices, en fait, avant, ils avaient une période d'exercice d'entraînement hivernaux qui était plus longue. Et maintenant, avec les changements climatiques, avec le temps beaucoup plus incertain, ils sont obligés de revoir toute cette planification d'exercice. Donc c'est du court terme entre guillemets, puisque c'est vraiment d'une année à une année. On va voir un petit peu comment ça se passe, comment l'hiver se met en place et comment l'hiver, donc les périodes de débâcle, etc. Mais c'est le seul exemple vraiment d'impact direct que j'ai à donner pour conclure ce panel. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup à tous les participants et participantes pour vos questions. Je vous souhaite une bonne suite de conférences et j'étais ravie de présider ce panel. Et bon appétit à Montréal et à tout bientôt en ligne pour les autres. Merci.